Bonjour tout le monde. Il est presque midi et quart, alors je me permets de débuter. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Magali Girard, je suis la directrice générale du Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale, le CIX. Et aujourd'hui, on a une présentation de deux démographes de l'Institut de la statistique du Québec qui va nous présenter un portrait de la fécondité au Québec. Il s'agit de Anne Binette-Charbonneau et de Hilary Jorajuria. Toutes les deux sont démographes à la direction des statistiques sociodémographiques de l'ISQ. Anne depuis 2013 et Hilary depuis 2023. Les deux travaillent à la production et l'analyse des données sur la fécondité et sur la nuptialité. Alors, je vous rappelle, c'est ça que nos midi webinaires fonctionnent toujours à peu près sur le même format, une présentation d'environ une trentaine de minutes avec une période par la suite pour des échanges, questions, commentaires. On termine à 13 heures et la présentation est enregistrée et sera rendue rapidement disponible sur notre chaîne YouTube. Puis Anne et Hilary, c'est ça, pourront partager avec nous le PowerPoint au courant de la semaine prochaine. Alors voilà, je laisse la parole à Anne et à Hilary. Je vais faire ma caméra, puis je vous invite à utiliser le chat ou la section questions-réponses. Je vérifie les deux pour y noter vos questions. Puis, on y reviendra après la présentation. Alors, merci à toutes les deux pour votre présentation aujourd'hui. Donc, petite mise en contexte de notre présentation. À l'ISQ, on diffuse en continu différentes données et produits d'analyse sur les composantes qui contribuent à l'évolution de la population, comme les naissances, les décès et les mouvements migratoires. Et aujourd'hui, on est ici pour vous présenter un portrait des tendances en matière de naissance et de fécondité au Québec et dans les régions. Et on va mettre aussi l'accent sur des nouveaux indicateurs qu'on a mis en ligne dans la dernière année ou qui sont en voie d'être diffusés très prochainement dans un article dans les prochains jours. Donc, je vais commencer en présentant les données pour le Québec et Hilary poursuivra plus tard avec les régions. Donc, première diapo, je vais juste voir, j'ai quelque chose qui cache mon écran, mais je ne peux pas le déplacer, donc je vais faire avec. Donc, première diapo, c'est l'évolution du nombre de naissances depuis 1950 au Québec. Donc, on voit qu'en 2024, on a enregistré 77 400 naissances. Ça fait environ 500 de moins que l'année précédente, 2023. On constate que la tendance dans les dernières années est plutôt à la baisse. Donc, on observe une diminution du nombre de naissances. Mais malgré ça, on demeure en 2024 un peu plus haut que le cru historique enregistré au tournant des années 2000. Ici, c'est le sol naturel. Donc, le sol naturel, c'est la différence entre les naissances et les décès. On commence avec la courbe de naissance, c'est la même que celle qu'on vient de voir, mais qui commence cette fois en 1990. Et j'ajoute la courbe des décès. Donc, on voit qu'au cours de la période, le nombre de décès a augmenté, ce qui est quand même tout à fait normal dans un contexte de croissance de la population, mais aussi de vieillissement de la population, notamment avec l'arrivée des baby boomers dans les groupes d'âge où la mortalité est plus importante. Donc, ce que ça fait, c'est qu'en 2024, pour la première fois, on enregistre un sol naturel négatif, c'est-à-dire qu'il y a eu 1400 décès de plus que de naissances, alors que jusqu'à les années 2010, dans les années 2010, on était encore à plus de 30 000 naissances de plus que le nombre de décès. Donc, comme je disais, c'est ça, avec les projections, là, on ne pense pas qu'on va retrouver un accroissement naturel positif parce que la tendance, l'évolution des décès est quand même lourde et que pour compenser cette évolution à la hausse des décès, il faudrait qu'il y ait une explosion du nombre de naissances qui serait quand même fort étonnant. Voilà. Et donc, il faut garder aussi en tête que le sol naturel, c'est une des deux composantes qui contribuent à l'évolution d'une population. La deuxième étant la migration internationale et interprovinciale dans un contexte de population québécoise.
Et donc, quand on a un solde naturel négatif, donc ça veut dire que ça contribue à faire diminuer la taille de la population, ben, tout va dépendre de la migration finalement pour savoir si on a une population qui augmente ou pas. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, ici, ce qu'on a, c'est l'évolution de la fécondité depuis 1970. Donc, en 2024, l'indice synthétique de fécondité est de 1,33 enfants par femme. C'est le niveau le plus bas jamais enregistré au Québec. Le précédent creux historique était de 1,36 en 1987. On voit que, ben, encore en 2006 et 2017, là, on était encore en haut de 1,6 enfants par femme, avec un maximum à 1,73 en 2008 et 2009. Mais depuis, la fécondité diminue. Et j'attire votre attention sur les 2 dernières années, 23-24, juste pour dire que c'est un contexte de forte migration internationale et que je vais revenir en toute fin de présentation là, pour vous parler un peu plus de l'enjeu de la migration dans les données de fécondité. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter la fécondité du Québec par rapport à celle des autres provinces. Puis, je commence en vous montrant la courbe du Québec en bleu et celle du Canada hors Québec, donc tout le reste du pays en rouge, excluant le Québec. Donc, ce qu'on voit, c'est que depuis 2006, là, la fécondité du Québec est supérieure à ce qui est enregistré ailleurs dans le pays. Donc, c'est le cas depuis 2006, mais avant, c'était systématiquement l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait une fécondité plus faible que dans le reste du Canada. On voit aussi que, comme au Québec, la fécondité est en baisse ailleurs au pays. Et on le voit très bien quand j'ajoute les courbes des provinces. Donc là, on a toutes les provinces. En gris, c'est les provinces maritimes. Et on voit bien donc la baisse là, pendant un petit peu partout. D'ailleurs, les chiffres de Statistique Canada de 2024 indiquent que 7 des 10 provinces ont enregistré un creux historique en 2023. La fécondité la plus faible, on la retrouve dans la province de la Colombie-Britannique, alors que 3 seules provinces ont une fécondité supérieure à celle du Québec, c'est-à-dire les provinces maritimes. Toutes les autres ont une fécondité inférieure au Québec, même l'Ontario, qui est la petite ligne verte qui suit là, parallèlement à la ligne rouge de Québec, Canada hors Québec. Ici, on compare la fécondité du Québec avec des pays développés. Donc, on a beaucoup de lignes, j'en conçois. Je vous ai indiqué les 2 lignes les plus fortes fécondités, puis les plus faibles fécondités également. Les lignes grises au milieu, ben, c'est d'autres pays développés là, pour vous donner une idée de la dispersion de la fécondité. Donc, on voit qu'un petit peu partout, il y a une tendance à la baisse de la fécondité dans les pays développés. On remarque également que le Québec est en position plutôt intermédiaire en ce qui a trait à la fécondité. Donc, elle est inférieure à la France et aux États-Unis, mais elle est supérieure à d'autres pays comme le Japon, l'Italie, l'Espagne et la Corée du Sud, qui est la plus faible fécondité au monde actuellement. Donc, ici, on décortique la fécondité par le groupe d'âge de la mère. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2024, presque tous les groupes d'âge ont enregistré une baisse de fécondité et la plus forte, toute proportion gardée, se fait chez les femmes de moins de 30 ans. La baisse de la fécondité chez les mères de moins de 30 ans, ce n'est pas nouveau. Ça s'observe depuis plusieurs décennies. Alors que chez les plus âgés, ce qu'on a observé au fil du temps, c'est une hausse de la fécondité. Mais dans les dernières années, cette hausse-là semble avoir été freinée. Donc, on est plutôt dans une situation de stabilité dans les dernières années. Et même dans le cas des 30-34 ans, on commence à observer un début de potentielle baisse de fécondité. Ici, l'âge moyen à la maternité, en bleu, tout rang confondu, en vert à la première naissance. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'âge moyen à la maternité tend à être de plus... Les femmes tendent à avoir leurs enfants de plus tardivement que par le passé. Donc, dans le cas de tout rang confondu, ben, on voit que c'est passé en 1976 de
27,3 ans à aujourd'hui 31,4 ans, soit une hausse de 3,8 années. C'est en 2011 que l'âge moyen tout rang a dépassé le seuil du 30 ans. Et on voit qu'en 2024, c'est à 30 ans en moyenne que les femmes ont leur premier enfant. Ici, c'est donc après avoir vu le portrait de la fécondité là, chez les mères, on s'intéresse au portrait des pères. Donc, je ne rentrerai pas en détail parce qu'on l'a vu dans les diapos précédentes pour les femmes, mais ce qu'on voit, c'est que pour les hommes, les tendances suivent celles des femmes finalement, mais à des niveaux différents. Et si on regarde plus spécifiquement l'âge moyen, qui est la figure de droite, et on voit qu'il y a un écart de 3 ans entre l'âge moyen à la maternité et à la paternité. Et puis ça correspond assez bien à l'écart d'âge moyen dans les couples hommes-femmes, qui est également de 3 ans. Un autre nouvel indicateur, c'est ici développé dernièrement, c'est la situation conjugale des mères. C'est qu'avant, on diffusait des données mères mariées, non mariées, alors qu'on a changé d'angle d'approche. Maintenant, on voulait faire ressortir les femmes en union libre, qui est quand même un phénomène fort populaire au Québec. Donc, c'est ça, on a changé l'angle d'approche. Et puis, voilà le nouvel indicateur. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2024, la large majorité des femmes ont leurs enfants en étant en couple et plus souvent en couple en union libre que mariées. C'est en 2001 que la proportion de naissances de femmes en union libre a franchi le seuil des 50 %. Avant ça, si on remonte dans le passé, comme avant les années 70, mais la quasi-totalité des naissances se faisait de mères mariées. Donc, en plus d'avoir une évolution dans le temps, il y a des différences quand on regarde la situation selon le groupe d'âge de la mère. On voit que pour les bébés arrivent plus souvent dans un couple en union libre lorsque la mère est âgée de moins de 35 ans et ça sera plus marié au-delà de cet âge. Et on voit aussi que le fait d'avoir un enfant et de ne pas être en couple et surtout le fait des très jeunes mères, ensuite ça diminue avec l'âge de la mère pour augmenter un petit peu au-delà de 40 ans. Donc voilà, je vais passer la parole à Hilary. Pour la seconde partie de la présentation, je vais vous présenter les données à l'échelle des régions administratives et à l'échelle des MRC. Et toute cette information-là va se trouver sur le futur article que l'on prépare et plus encore. Pour commencer, voici le portrait de l'ISF pour toutes les régions du Québec. En un coup d'œil, on remarque une disparité entre les régions. Donc, tout en bas, on a Montréal avec 1,11 enfants par femme, qui correspond à l'indice le plus faible de toutes les régions. Et avec la capitale nationale au second rang, les deux régions ensemble représentent plus du tiers de la population féminine en âge de procréer, ce qui a pour conséquence de baisser l'ISF global vers le bas. Une fécondité plus faible dans les régions avec un plus grand centre urbain n'est pas une réalité unique au Québec. C'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout, dû aux conditions de vie justement dans ces grands centres et les caractéristiques des habitantes. Notamment, on peut penser à l'accès au logement. La taille du logement, le revenu peut avoir une influence sur les projets de fécondité ou simplement un désir de déménager donc dans une autre région hors de ces centres urbains. Aussi, dans les zones où il y a une concentration d'établissements d'études supérieures, il y aura plusieurs femmes en âge de procréer, donc d'âge fécond, qui vont décider de retarder leur maternité pour poursuivre des études. Et ces femmes-là auront une incidence sur le calcul de fécondité. Et puis plus précisément, dans le cas de Montréal, on a une grosse part de la population qui est immigrante, dont une part d'immigration temporaire, ce qui inclut les travailleuses temporaires, demandeurs d'asile et les étudiantes internationales qui, on pourrait penser, ne sont pas vraiment dans un contexte
préférable, favorable pour avoir des projets d'enfants présentement. À l'opposé de Capitale-Nationale et Montréal, on retrouve le nord du Québec avec l'ISF le plus élevé, soit de 2,28 enfants par femme. La réalité de cette région, elle se distingue assez de celle de toutes les autres, vu qu'elle a une forte proportion de personnes s'identifiant comme autochtones. Ensuite, suivi par Chaudière-Appalaches, Centre du Québec et Abitibi-Témiscamingue, qui suivent de loin avec un ISF supérieur à 1,50 enfants par femme. Entre les extrémités, on retrouve 11 autres régions qui varient, qui ont un ISF variant entre 1,35 et 1,49 enfants par femme. Donc, sur cette figure, elle illustre l'évolution de l'ISF en 2001 à 2024 pour chaque région. Donc, on remarque que les tendances des régions suivent celles de l'ensemble du Québec, soit une baisse au début des années 2000 et une hausse vers 2008 et une baisse qui touche toutes les régions, même celles avec une fécondité plus forte dans le nord du Québec ces dernières années. Aussi, dans le bas de la figure, on remarque que l'écart entre Montréal et les autres régions s'intensifie. Notons cependant qu'elle n'a pas toujours eu la dernière place, soit l'ISF le plus faible de toutes les autres régions. Avant 2008, on comptait notamment la Capitale-Nationale, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et la Mauricie qui avaient des ISF beaucoup plus faibles que Montréal. En continuant avec les taux de fécondité par groupe d'âge, pour notre analyse, on a composé 4 groupes distincts, dont le premier, avec le seul représentant le nord du Québec, caractérisé par une fécondité précoce. En effet, la majorité des naissances sont de femmes de moins de 30 ans et plus précisément, le tiers sont des femmes de moins de 25 ans. Donc, les femmes ont leurs enfants beaucoup plus tôt dans leur vie par rapport à l'ensemble du Québec, comme on peut voir sur les deux courbes. Le deuxième groupe, composé de 7 régions, soit le Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, la Gaspésie de la Madeleine, Chaudière-Appalaches et le centre du Québec, sont caractérisés par une fécondité relativement jeune. Ce groupe-là aussi, plus de la moitié des naissances sont de femmes de moins de 30 ans, mais elles sont surtout concentrées dans le groupe d'âge des 25-29 ans. Un petit coup d'œil aux régions Chaudière-Appalaches, Centre du Québec et Abitibi-Témiscamingue que je présentais plus tôt, elles font partie de ce groupe d'âge. Donc, on pourrait penser, comme elles commencent plus tôt, peut-être elles ont plus d'enfants par la suite. Le troisième groupe, caractérisé par une fécondité intermédiaire, on compte parmi ce groupe-là 5 régions, soit la Mauricie, l'Estrie, l'Outaouais et la Naudière. Les naissances sont de manière égale réparties entre les femmes de moins de 30 ans et celles de plus de 30 ans. Et la fécondité, elle est encore une fois répartie de manière égale entre le groupe des 25-29 ans et des 30-34 ans. Enfin, le quatrième groupe, soit celui qui a une fécondité la plus tardive, composé de la Capitale-Nationale, Montréal, Laval et la Montérégie. La majorité des naissances sont de femmes de 30 ans et plus. La majorité de la fécondité, excusez-moi, sont de femmes de 30 ans et plus. Plus précisément, c'est le cas de la fécondité qui sont de femmes de 35 ans et plus. Je porte à votre attention Montréal. La proportion de femmes de 35 ans et plus qui ont leur fécondité s'élève à 37%. Et on peut voir que les régions qui composent ce groupe-là, c'est surtout des régions avec des centres urbains ou assez populeuses. Qu'est-ce qui pourrait influencer l'âge à la maternité? Il y a notamment le prolongement des études ou encore pour les régions qui ont beaucoup d'immigration, le processus d'immigration, certaines femmes pourraient attendre d'être bien établies ou d'être dans leur pays, le pays d'accueil pour commencer l'entrée en maternité. Pour la suite, qu'en est-il pour le lieu de naissance, d'où ils viennent, ces parents-là? Eh bien, pour l'ensemble du Québec, c'est 37% des naissances en 2023, donc la dernière année avec des données
définitive. Donc, c'est environ 37% des naissances qui ont au moins un des deux parents nés à l'étranger. Montréal et Laval se distinguent d'autres régions où ce sont plus de 60%, donc plus de la moitié des naissances dont les parents, dont un des deux parents est né à l'étranger. Et c'est suivi de loin par la Montérégie qui a une proportion comparable à celle de l'ensemble du Québec. De manière générale, pour toutes les régions, les nouveau-nés ayant deux parents nés à l'étranger sont plus nombreux que ceux qui en ont qu'un seul, ou sinon c'est plus ou moins comparable. Quelques spécificités quant aux pays de naissance. Les pays Haïti, Algérie et la France sont les principaux pays de provenance des mères et des pères de ceux qui sont nés à l'extérieur du Canada. Ces pays représentent environ le quart des pays connus, vu qu'il y a certains qui ne sont pas déclarés ou inconnus. Et ces données-là sont pour la période 2019-2023. Et au total, on a dénombré un peu plus de 150 pays d'origine, donc il y a une grande diversité de la provenance des parents. Donc, pour ce tableau-là qu'on voit à l'écran, je présente les 3 principaux pays de naissance des mères pour chaque région, à l'exception du nord du Québec et de la Gaspésie et de la Madeleine, dû à des effectifs trop faibles. Donc, au niveau des régions, Haïti se retrouve principalement à Montréal et dans les régions adjacentes. L'Algérie ou un autre pays du Maghreb se trouve partout, sauf dans le Bas-Saint-Laurent. Et la France, encore une fois, un peu partout, sauf en Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Laval, Lanaudière et le centre du Québec. Notons que présentement, je présente les 3 principaux pays, donc le top 3. Si je prolongeais la liste au top 5 ou même 10, c'est certain que la France ou un autre pays du Maghreb se retrouve dans toutes les régions. Aussi, pour continuer, on retrouve d'autres pays africains comme le Cameroun, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Et quelques spécificités. On retrouve des mères d'origine chinoise en Montérégie et des mères d'origine colombienne en Estrie et au centre du Québec. Pour ce qui est de la situation conjugale des mères, en 2023, encore une fois, Laval et Montréal se distinguent des autres régions où ce sont 64% et 61% des mères qui sont mariées, comparativement à l'Outaouais qui vient en 3e place où c'est seulement 47% des mères qui sont mariées. Dans les autres régions, les mères sont majoritairement en union libre. Donc, en Montérégie, c'est 56% jusqu'à le Bas-Saint-Laurent avec la proportion la plus élevée de 81% des mères. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'à Laval, Montréal et l'Outaouais, la proportion de mères mariées est plus élevée que les mères en union libre? Et c'est simplement la forte proportion de mères immigrantes nées à l'étranger. Ces femmes-là ont tendance à plus se marier qu'à être en union libre, alors que les femmes nées au Canada ont beaucoup plus tendance à être union libre que se marier. Pour ce qui est des mères ne vivant pas en situation de couple, pour toutes les régions, elles représentent moins de 10%, à l'exception du nord du Québec, où c'est environ 3 naissances sur 10, excusez-moi, qui sont de mères ne vivant pas en situation de couple. Encore une fois, la réalité dans cette région, elle est différente. Où, par exemple, il y a beaucoup de ménages multigénérationnels et aussi la place, tout ce qui est le concept de la famille, c'est légèrement différent des réalités qu'on peut nous connaître. Et qu'en est-il à l'échelle des MRC? Donc, la nouveauté de notre article et de cette présentation est le calcul de l'ISF et de l'âge moyen au niveau des MRC pour une période de 3 ans. Donc, les dernières données disponibles sont pour 2021 et 2023. Donc, pour cette figure illustre la dispersion de l'ISF des MRC et on peut voir la région à laquelle ces MRC appartient. On remarque pour chaque région, la MRC avec la plus grande ville, le plus grand centre urbain, excusez-moi,
a l'ISF le plus faible. Donc, chaque MRC plus à gauche, souvent, ça va être celle qui va avoir le centre urbain de la région. Donc, l'ISF le plus faible. Si on compare à l'ISF de l'ensemble du Québec pour cette même période, c'est seulement 8 MRC qui ont un ISF inférieur. Puis, on retrouve les plus grands centres, Montréal, Québec, Gatineau. À l'opposé, ce sont 13 MRC répartis dans 9 régions qui ont un ISF d'au moins 2 enfants ou plus par femme, le plus élevé étant de 3,14 enfants par femme dans la MRC de l'administration régionale Kativik. Excusez-moi. Puis je porte à votre attention. Je porte à votre attention que la réalité de la région du nord du Québec, et on peut voir qu'il y a quand même 2 groupes où la Jamésie se distingue beaucoup plus de le point au milieu, Iuichi, et l'administration régionale Kativik, où justement la Jamésie, il y aura beaucoup plus une population non autochtone, alors que dans les 2 autres MRC, ça va être une population beaucoup avec une forte proportion d'Autochtones. Donc, ces mêmes données, mais représentées sous forme de carte, donc un peu plus visuelles. En mauve, c'est encerclé les RMR. Donc, en commençant à gauche, on a Ottawa-Gatineau, puis Montréal. En suivant le fleuve, donc en remontant, on a Trois-Rivières, Québec et en bas, Sherbrooke. Au milieu de chaque cercle, on peut voir en gris la MRC, soit avec l'ISF le plus faible de cette zone, qui correspond, comme je disais, à celle qui a un plus grand centre urbain. Donc, la dynamique entre l'urbain et le régional est très bien illustrée ici. Donc, le même graphique, la même figure de dispersion, mais pour l'âge moyen. Encore une fois, les régions avec le centre urbain le plus important se démarquent dans la région. On observe qu'elles ont une fécondité beaucoup plus tardive que les autres. Et par exemple, pour le cas de Montréal et Laval, l'âge moyen s'élève à 33 et 32 ans respectivement. En ce qui concerne les âges à maternité plus jeunes, uniquement 5 régions ont la totalité de leur MRC qui la compose, ont un âge inférieur à 30 ans. Donc, ce qui inclut le centre du Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi, Témiscamingue, Côte-Nord et Nord du Québec. Et les deux seuls MRC qui ont un âge maternel inférieur à 28 ans sont l'ATUC dans la Mauricie et l'administration régionale Kativik dans le nord du Québec. Dans l'Arctique, on aura aussi la même carte que l'ISF, mais pour l'âge moyen, mais qui n'est pas présentée ici. Donc, en bref, en 2024, la baisse des naissances et de la fécondité dans l'ensemble, on observe une baisse des naissances et de la fécondité dans l'ensemble du Québec et des régions. Aussi, on remarque que pour chaque région administrative, l'ISF le plus faible se trouve dans la MRC avec le plus grand centre. Pour ce qui est des parents nés à l'étranger, la part entre chaque région est assez inégale. On observe une prédominance dans les régions de Montréal et Laval. Et pour ce qui est de la situation conjugale, la majorité des naissances sont de mères en union libre dans les régions. Et l'âge de la mère varie aussi selon la région. Je prends la parole juste pour un dernier petit mot. En fait, c'est quand je vous parlais de la baisse de la fécondité là, dans le temps, j'ai dit que je reviendrais plus tard pour parler de l'enjeu de la migration internationale. C'est qu'on est pleinement consciente de la présence de l'immigration dans la population québécoise et on n'a volontairement pas nécessairement discuté directement de l'impact de tout ça là, sur la fécondité. Mais Laurie vous a quand même donné beaucoup de pistes de réflexion, puis je vais juste les rappeler rapidement, mais en fond, actuellement, on entend beaucoup parler dans les médias de la baisse des seuils d'immigration, mais il faut se rappeler qu'en 2023-2024, on était dans un contexte de
forte migration internationale, principalement la migration temporaire, donc les résidents non permanents, RNP. Comme Hilarie elle disait, c'est des femmes on peut penser qui ne sont pas dans une situation là, propice là, pour faire des enfants. Donc, autrement dit, on ajoute des femmes au dénominateur, mais pas nécessairement d'enfants au numérateur. Donc, ça vient tirer vers le bas la fécondité, l'indice synthétique de fécondité. Puis, si on juste rappeler quand même que la tendance à la baisse de la fécondité était quand même là avant l'explosion de l'immigration. Mais cela dit, c'est ça, ça a un impact comme ça, là, ça peut avoir un impact sur l'indice. Et qui plus est, comme Hilarie, elle disait, ben, c'est sûr que dans les territoires où est-ce qu'il y a plus de RNP, ben, nécessairement, on peut penser que ça va avoir un impact de la sorte. Si on passe à la RMR de Montréal, bien évidemment, l'île de Montréal et la couronne n'auront peut-être pas le même effet de l'impact de l'immigration. Et aussi, une dernière petite chose à garder en tête, c'est qu'évidemment que ça va avoir un impact sur d'autres indicateurs démographiques de fécondité, notamment ceux qu'on vous a présentés, mais d'autres. Mais tout ça, c'est tellement vaste et complexe que ça ferait l'objet d'un travail de recherche en soi. Donc, voilà pourquoi on n'en a pas discuté plus que ça. Donc, sur ces mots, on vous remercie pour votre attention et voilà, on est prêt aux questions. Peut-être en attendant que les questions arrivent, vous avez fait allusion à une publication, puis je me demandais si c'était un article, un rapport que vous allez rendre disponible sur votre site web ou exactement. Oui, c'est un article qui sera publié d'ici la fin de l'année, c'est certain. Donc, oui, ça sera disponible sur le site web. Donc, on vous encourage à vous abonner pour pouvoir être alerté dès que l'article sera sorti. Super, merci beaucoup. C'est bon. On pourra en faire la promotion aussi relayée sur nos médias sociaux. Oui, puis Pascal a dit qu'elle va en faire un post LinkedIn aussi avec notre compte. Super. Peut-être en attendant que les questions arrivent, je me demandais au niveau du niveau d'éducation, j'imagine qu'il y a des liens à faire avec ça aussi. Puis là, j'essaie de me rappeler dans la présentation, je ne me rappelle pas ce qui avait été dit aussi, s'il y a des liens à faire avec les niveaux de fécondité, si c'est toujours vrai. C'est certain, d'après moi, qu'il y a des liens à faire. Pour la présentation, on n'a pas suivi ces pistes-là, mais il y a plusieurs articles qui sont disponibles qui font les liens autant sur l'âge à laquelle les femmes décident d'avoir des enfants, puis aussi le nombre d'enfants selon le niveau d'éducation qu'elles décident d'avoir. Si je peux rajouter aussi, Ali, est-ce qu'on ne diffuse pas d'indicateurs de fécondité? Peut-être vous rapprocher du micro, Anne. Oui, c'est bon. Je ne sais même pas il est où. Mais non, c'est ça. À l'Institut, on ne diffuse pas de statistiques de fécondité selon l'éducation, selon la scolarité. On a des N par contre, donc il est possible d'aller voir le nombre de naissances selon la scolarité. Puis on voit quand même que les femmes sont de plus en plus scolarisées, mais dans un contexte québécois où les femmes vont plus à l'école, c'est pas non plus tout le monde, si c'est étonnant. ça. Ouais. C'est bon. Un public silencieux sur les questions, c'était peut-être super clair. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on peut conclure comme ça. Puis, bon, il y a Pascal qui rappelle dans le chat nos prochains midi-webinaires. Ah, voilà, il y a une question qui... Ah, voilà. Est-ce qu'il est possible d'avoir... J'ai deux questions, voilà, ça vient d'arriver. Est-ce qu'il est possible d'avoir toutes les données nécessaires pour faire nos propres analyses? Donc, j'imagine propre analyse, dans le fond, accéder à une base de données de la fécondité de toutes les naissances du Québec. Ça, il faudrait faire une demande d'accès aux données. Puis à ce moment-là, oui, les chercheurs ont accès à ces informations-là, mais ce n'est pas avec nous, les démographes, à ce moment-là. Là, c'est un projet de recherche qu'il faut... Oui, dans les cas de risque, là, à ce moment-là. Exact. Puis une autre question, comment vous définissez l'union libre? Donc, pour l'union libre, c'est via deux informations qu'on a.
on a l'information si une personne est en couple ou pas, puis aussi, on a l'information si elle est mariée. Donc, c'est avec si pour les personnes qui sont en couple, on retient les mariés, on peut définir qu'elles sont en union libre, puis aussi pour les informations qu'on n'a pas, il y a de l'imputation qui a été faite. Ouais. Puis cette information-là, ben, ça s'inscrit sur les bulletins de naissance. En fait, à chaque naissance, il y a un bulletin qui est associé à la naissance. Et les 2 questions que Laurie vient de mentionner, ben, c'est des questions qui se trouvent sur ce bulletin-là. Donc, en fonction de ce qui a été rempli, nous, on est capable de faire cette compilation-là. Super. Bon, mais c'est super, merci beaucoup. Donc, encore merci beaucoup pour votre participation. C'était super intéressant. Puis là, il y a quelqu'un, Paul Bertium, qui parle des statistiques sur la scolarité de la mère et il donne un lien dans le chat. Donc, je rappelle que ce webinaire-là est enregistré, va être rendu disponible sur notre chaîne YouTube. Puis il y a d'autres midi-webinaires qui s'en viennent aussi. Un du professeur Xavier Saint-Denis la semaine prochaine. Une autre présentation de l'ISQ le 25 novembre, l'enquête sur les pratiques culturelles au Québec. Présentation en décembre sur le logement locatif, une présentation de la SCHL. Et Luc Villeneuve de l'ISQ va présenter en janvier sur le marché du travail et les parents. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde.